On est parti. Monsieur Plechner, bonjour. Bonjour. Expert comptable de chez KPMG. Donc aujourd'hui, on va parler de comptabilité sur les BNC pour les chirurgiens dentistes. D'accord. Donc je souhaiterais que vous me présentiez la comptabilité, ce que vous souhaitez avoir en général quand il y a un chirurgien dentiste qui vient vous voir pour votre comptabilité. Alors, ce qu'il faut déjà savoir dans un premier temps, c'est que le praticien dentaire qui s'installe en libéral, il va devoir s'inscrire donc auprès de l'URSSAF pour avoir son numéro SIRET, qui est l'acte de naissance du professionnel de santé, et il va être assujetti de fait au régime du BNC, c'est-à-dire bénéfice non commercial, c'est-à-dire qu'au niveau de son impôt sur le revenu et des charges sociales, il sera imposé sur la différence entre l'ensemble de ses recettes professionnelles et l'ensemble de ses dépenses professionnelles. Donc son bénéfice sera assujetti à l'impôt sur le revenu et ensuite il sera assujetti aux charges sociales obligatoires, à savoir l'URSSAF, la Carchidan et éventuellement des cotisations d'assurance maladie. Ok. Concernant ces charges, l'URSSAF, la Carchidan, les cotisations, est-ce que vous pourriez les citer et savoir comment elles se calculent? Imaginons que vous ayez un BNC d'une certaine hauteur, est-ce que vous pourriez dire des pourcentages pour qu'on ait un petit peu des notions? Alors, au niveau de l'URSSAF, il faut savoir que l'URSSAF assure le recouvrement de 3 cotisations. La cotisation d'allocation familiale qui représente 5,40% du bénéfice. La cotisation d'assurance maladie qui est autour de, ça doit être 6 à 8%. Et enfin, la CSG-CRDS qui représente 8% du montant du bénéfice et des cotisations sociales. Donc la Carchidan reprend l'ensemble des cotisations de retraite donc obligatoires et de retraite complémentaire. Et là, le pourcentage peut varier également en fonction des options de cotisations qui sont prises par le professionnel. Donc est-ce qu'on pourrait parler de ce qui impacte justement ces options de cotisation de la Carchidan? Alors, les options, en fait, ce qui se passe, c'est que ces cotisations, comme je l'ai dit, sont calculées sur le bénéfice qui est dégagé par le professionnel, à savoir quand même qu'il y a un décalage entre le montant, le paiement des cotisations et le calcul des cotisations. Ça signifie quoi? Ça veut dire que quand je vais m'installer, les 2 premières années, je vais payer des cotisations de ce qu'on appelle début d'activité. Et ensuite, l'URSSAF et la Carchidan vont régulariser les cotisations, mais avec un décalage d'1 an à 2 ans. Ce qui veut donc dire que le professionnel doit anticiper le paiement de ses cotisations et ne pas considérer que son bénéfice de la première année doit être, entre guillemets, dépensé à titre privé. Bien souvent, on dit qu'il faut garder entre 40 et 50% de cotisations sociales sur le bénéfice de la première année. Donc à peu près, pour résumer, l'URSSAF ça fait 20%. Et c'est ça. les Carchidan environ 25 à 30%. C'est ça. Et donc sur ce qui va rester comme somme d'argent après le passage des cotisations, va venir l'impôt sur le revenu. Oui, puisque les cotisations sociales sont par définition professionnelles et sont déductibles du montant du bénéfice. Et une fois qu'elles sont déduites du bénéfice, le professionnel est imposé à l'impôt sur le revenu en fonction de son foyer fiscal, marié, pas marié, et va être assujetti à la tranche marginale d'imposition qui peut être 14%, 30%, 41%, 45%, tout dépend de la composition des revenus du professionnel. Okay. On va faire une petite aparté sur l'impôt sur le revenu. Oui. Donc vous avez cité différentes tranches. Pour une personne qui ne sait pas comment ça se calcule, imaginons que qu'est-ce qui va faire qu'on va être dans telle tranche, à partir de quelle tranche c'est 0, quelle tranche c'est 14%, et quand vous avez un revenu, est-ce que par exemple vous avez une certaine somme, vous êtes taxé sur la totalité ou non, vous avez d'abord une tranche qui est calculée, puis une deuxième tranche, etc. Alors, l'impôt sur le revenu est ce qu'on appelle un impôt progressif, c'est-à-dire que en fonction du revenu, vous allez venir tranche par tranche payer un impôt. Je vais prendre le cas pour que les personnes comprennent bien d'un praticien qui se retrouve à la tranche marginale d'imposition la plus élevée, c'est-à-dire 45%. Ça veut dire que hors réduction d'impôt, hors quotient familial, c'est-à-dire il est célibataire, pas d'enfant, dès qu'il gagnera 100 €, il devra reverser 45 € d'impôt sur le revenu. À la tranche à la tranche maximale. Alors imaginons, pour donner des chiffres comme ça,
Alors, est-ce que vous pourriez, par exemple, je sais pas, on va dire qu'il gagne 100 000 euros en termes de bénéfices non commercial. Oui. Comment ça va cet impôt sur le revenu, comment il va le recevoir, etc. Comment ça se passe? Comment C'est ça que se passe le bénéfice donc, du professionnel est établi une fois par an, c'est-à-dire au 31 décembre, puisque les professions libérales ont l'obligation d'établir leur comptabilité et leurs résultats à l'année civile. Le bénéfice est déclaré à l'impôt sur le revenu donc, au mois de mai de l'année suivante. Et ensuite, au mois de septembre, l'administration fiscale va calculer le montant de l'impôt qui est dû. Et admettons que c'est la première année d'imposition, le contribuable devra payer, s'il n'a pas payé d'impôt les années précédentes, la totalité de l'impôt. Ensuite, l'année suivante, ce qui va se passer, c'est que l'administration va calculer un acompte d'impôt sur le revenu fonction de son impôt de l'année précédente, et il y aura une régularisation débitrice, c'est-à-dire à repayer, ou créditrice s'il y a un trop payé au titre des acomptes au mois de septembre de l'année N+1. Donc tout ça, ça peut paraître un peu compliqué pour une personne qui n'a pas trop d'expérience. Donc on va imaginer qu'une personne, elle gagne 100 000 euros la première année. Donc comment les impôts vont calculer l'impôt sur le revenu sur cette somme-là, sur un BNC? Admettons qu'on ait affaire à je dirais, un cas simple, admettons sur 100 000 euros, on va dire que l'impôt ressort, je ne sais pas, à 30 000 euros. D'accord? Ça veut dire que le contribuable devra avoir mis de côté sur sa trésorerie générée par les 100 000 euros les 30 000 euros d'impôt sur le revenu. Ça sous-entend donc qu'il doit anticiper et se faire conseiller donc par un expert comptable ou une personne sachante pour lui dire la part de son bénéfice qui sera allouée au paiement de l'impôt et même également au paiement des cotisations sociales. Pour reprendre cet exemple de 100 000 euros de BNC, la personne donc, va être taxée à N+1 de l'URSSAF et la carte Chirdan, à hauteur peut-être de 40 à 50%, donc il va rester 50 000 euros. Oui. Et sur ces 50 000 euros, il va y avoir 30 000 euros d'impôt sur le revenu. Si on caricature, ça pourrait être ça, effectivement. C'est à peu près ça. Et donc il va lui rester 20 000 euros vraiment d'argent personnel, donc après avoir payé tous ces charges-là. Oui. Donc l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire les... Ce qu'il faut bien comprendre pour les personnes qui nous écoutent, c'est de ne pas confondre la notion de bénéfice et la notion de trésorerie. La trésorerie, c'est-à-dire qu'on va avoir des régularisations d'impôts et de charges sociales, mais qui n'interviendront que en année N+1, alors que la notion de bénéfice, au niveau du professionnel de santé, le bénéfice constitue, entre guillemets, son salaire, mais il ne l'a pas forcément dans sa poche, puisqu'il va devoir en consacrer une partie au paiement de ses cotisations sociales dans le temps et de son impôt sur le revenu. Et pour terminer, pour bien comprendre, c'est que quelqu'un qui aurait 100 000 euros et qui dépense ces 100 000 euros, il serait en difficulté pour faire face au paiement de son impôt et de ses cotisations sociales. En très grosse difficulté. Ouais. Donc par rapport aux dernières questions par rapport à ça, par rapport au barème de calcul de l'impôt sur le revenu, donc imaginons que la personne elle a 100 000 euros, donc on va dire que de 0 à 14, je sais plus quelle. Oui, alors c'est les tranches, ça on pourrait les repréciser, je les ai pas en tête. Okay, en gros il y a des tranches et au fur et à mesure, par exemple de 0 à 10 000 c'est un certain montant, de 10 000 à 20 000 c'est un autre montant, jusqu'à temps qu'on a 100 000. Donc la différence avec une personne salariée, c'est qu'une personne qui est salariée, ses tranches elles vont être calculées sur son salaire net, oui. Alors que sur un libéral, ces tranches elles vont être calculées sur un peu son salaire brut. Oui, si on n'intègre pas effectivement les rappels de cotisation sociale, puisque comme le principe de l'imposition d'un professionnel libéral, dentaire en l'occurrence, c'est d'être imposé sur le bénéfice net hors régularisation, recettes moins dépenses. Ok, donc le bénéfice, le salaire net, c'est le salaire après les charges. C'est pas le salaire brut qui est sur votre fiche de paye, et ensuite on retire les charges, c'est votre salaire net. Oui. Donc maintenant que tout ça c'est bien clarifié, j'aurais souhaité qu'on parle un petit peu des charges, donc les charges déductibles. Quelles sont-elles? Est-ce qu'il y a des particularités? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas déduire dans notre domaine d'activité? Alors, le principe de l'administration fiscale stipule que toute dépense ayant un caractère professionnel et nécessaire à l'activité ou à l'exercice du métier est déductible. Donc tout ce qui va être produit de consommable, les frais généraux, assurance, tous les frais qui vont être nécessaires
à l'exercice sont déductibles. D'accord ? Donc, charges sociales, on en a parlé. On abordera peut-être après tout ce qui est frais de véhicule, les frais généraux, le personnel, les frais de personnel si on a besoin d'assistants, etc. Les frais de loyer, l'ensemble des frais est entièrement déductible. Ne sont pas déductibles les frais qui sont payés par le compte professionnel, mais qui n'entrent pas ou qui ne se justifient pas dans l'exercice de l'activité professionnelle. Par exemple, vous pourriez très bien avoir un voyage, un séminaire, etc., où il est prévu une partie formation et une partie loisir. La partie loisir serait non déductible du bénéfice. C'est logique. Donc, concernant la CSG, souvent on dit que c'est une charge qui est non déductible. Alors ça, j'aurais souhaité avoir des renseignements. Qu'est-ce que c'est la CSG exactement ? Alors, la CSG, c'est une cotisation donc, qui est recouvrée par l'URSSAF, on en a parlé tout à l'heure, ça s'appelle Contribution sociale généralisée. Elle est instituée donc, en 1993 par alors, je ne sais plus quel gouvernement, mais l'idée de cette contribution, c'était de renflouer les caisses de la sécurité sociale. Au fil du temps, le législateur, donc le gouvernement, a fait monter le taux pour s'établir aujourd'hui donc, sur les revenus sociaux du travail à 8% et sur les revenus du patrimoine, vous avez également un CSG qui représente 15-50%. Et dans ces taux-là, vous avez une partie de CSG qui n'est pas déductible. Ça veut dire simplement que je peux payer la CSG avec ma trésorerie professionnelle. Par contre, elle ne sera pas entièrement déductible et je devrais réintégrer à mon bénéfice cette fraction de CSG non déductible. Ok. Je voudrais savoir s'il y a des limites dans la déduction ou pas de limites. Par exemple, imaginons que vous souscrivez une assurance. Est-ce qu'il y a des limites dans les assurances que vous pouvez souscrire, par exemple en cas de décès pour protéger la famille ? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, le système des professionnels libéraux prévoit donc une affiliation aux caisses d'URSSAF, de maladie et de retraite avec des spécificités, en l'occurrence chez les praticiens dentaires, c'est la Carchidan. Si le professionnel estime avoir une couverture sociale insuffisante, il a la possibilité de souscrire des complémentaires qu'on appelle des contrats Madelin qui vont s'articuler autour de 3 types. La Madelin santé, c'est-à-dire la mutuelle, la Madelin retraite, c'est-à-dire je cotise sur un plan d'épargne retraite Madelin auprès d'un assureur, d'un banquier ou d'un autre prestataire dont les cotisations seront déductibles, et ensuite la Madelin prévoyance qui va permettre aux praticiens professionnels de s'assurer un risque de revenu de remplacement s'ils venaient à être malades, invalides ou en incapacité. Ça, le législateur a prévu la possibilité de faire prendre en charge ces cotisations et de les rendre déductibles du bénéfice imposable du praticien. Ok, c'est très clair. Donc, ensuite, concernant les choses déductibles, on parle parfois de choses qui sont amorties, on parle d'actifs dans une société. Donc j'aurais souhaité que vous précisiez exactement ce qu'est un actif, ce qu'est un amortissement, et dans quel cas, dans notre domaine, l'achat qu'on est en train de réaliser sera amorti ou sera déductible dans l'année N, ou sera amorti sur plusieurs années. Donc quel est le nombre d'années en général de déduction d'amortissement d'un actif ? Alors, le principe des actifs amortissables, c'est très simple. Aujourd'hui, soit vous utilisez un bien, je vais dire courant, on va constater la dépense, je dirais de manière immédiate sur l'année. Par contre, il se peut qu'on ait l'obligation, ou souvent l'usage, d'investir sur des matériels qu'on va utiliser sur plusieurs années. L'administration fiscale considère à ce moment-là qu'on ne peut pas passer ces dépenses entre guillemets, en déduction sur l'année où on les fait, mais qu'on va devoir les amortir sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. D'accord ? Si aujourd'hui vous installez un fauteuil dentaire, vous allez l'utiliser au minimum sur 5 ans. Si vous achetez un laser, vous allez peut-être l'utiliser sur 3 ans, sur 5 ans. Alors, si on part sur ce type d'investissement, on considère que ce sont des actifs qui vont avoir une durée de vie de plusieurs années. Et là, on va venir utiliser une décote qui s'appelle l'amortissement, qui sera fonction de la dépréciation annuelle que vous retenez. C'est-à-dire qu'un laser, je vais l'acheter sur 5 ans, je vais donc l'amortir sur 5 ans. Et chaque année, je viendrai déduire de mon bénéfice professionnel un amortissement à hauteur de 1/5 du montant de l'acquisition du laser.
peu importe comment j'ai financé mon laser, est-ce que je l'ai financé par emprunt, est-ce que je l'ai financé par leasing, est-ce que je l'ai financé cash. Donc ça c'est très intéressant ce que vous nous dites parce que le fait qu'on ait à financer l'actif, il va avoir une sortie de flot de trésorerie du compte professionnel sur l'intégralité de l'actif qui est acheté en année N, mais vous serez taxé sur des sommes que vous avez dépensées. D'où c'est intéressant ce que vous avez dit au niveau du financement, d'utiliser un leasing, c'est que le leasing c'est un coût, mais ça permet de lisser. Donc ça pourrait être intéressant que vous expliquiez l'intérêt du leasing dans l'achat d'un actif. Voilà, alors aujourd'hui quand vous achetez je dirais des biens de valeur importante ou des biens qui vont s'utiliser sur plusieurs années, vous avez 3 solutions. Soit j'autofinance, c'est-à-dire que je finance sur mes biens personnels, sur ma trésorerie personnelle l'acquisition, donc je vais m'appauvrir en termes de trésorerie. Soit je vais voir mon banquier et je l'achète ce bien en recourant à un emprunt que je vais faire sur 5 ans, sur 7 ans, sur 10 ans. Ou alors je vais voir ce même banquier et il me propose d'acquérir ce bien par un leasing. Donc un leasing, ça veut dire que je ne suis pas propriétaire de mon bien, que je définis à l'avance une durée d'utilisation de ce bien et le banquier va me calculer un loyer qui sera fonction de la durée d'utilisation que moi je vais retenir pour mon bien. Et suite à ça, il y a toujours une option d'achat. Voilà. Et à la fin, on peut très bien décider qu'il y ait une valeur résiduelle, c'est-à-dire si j'achète un bien 10 000 € et que je fais un leasing sur 5 ans, je vais payer des loyers sur 5 ans et peut-être qu'au bout de la 5e année, je pourrai le racheter pour une valeur de 100 ou 500 ou 1000. Le leasing, attention, il faut quand même savoir que c'est moins rentable que de l'acheter par emprunt, ça il faut quand même le préciser. Par contre, ça permet de créer des charges plus importantes et le leasing est souvent préconisé sur des biens dont il y a une innovation technologique importante et qui font qu'au bout de 5 ans, il y a des nouveaux matériels sur le marché qui sont plus à même de vous aider dans la pratique de votre métier. Donc par rapport à votre connaissance dans ce domaine, j'aurais souhaité savoir, vous préféreriez utiliser le leasing dans quel cas et le prêt dans quel cas? Parce que monter un prêt, ça prend quand même du temps. Un leasing, c'est beaucoup plus rapide et surtout un leasing, quand un banquier va analyser un petit peu la structure patrimoniale d'un gérant d'entreprise, il ne va pas forcément prendre en compte les leasing alors qu'il va tout de suite prendre en compte les prêts, même si c'est très professionnel. Donc j'aurais souhaité savoir, vous, de votre expérience, que vous conseilleriez pour savoir si vous mieux prendre un leasing, même si c'est plus cher, ou un prêt qui peut être moins cher, bien négocié. Pour ma part, il n'y a pas de solution type. Je veux dire, chaque cas doit être étudié de manière séparée, parce que c'est fonction des bénéfices retirés par chaque professionnel et que un praticien dentaire qui a des très bons résultats aura peut-être plus tendance à utiliser un leasing sur une courte période. À l'inverse, un praticien qui débute, il n'a peut-être pas vocation à générer des grosses charges et en tout cas des gros loyers les premières années. Il se tournera peut-être plus facilement vers une solution emprunt bancaire. Il n'y a pas de réponse type sur cette question-là. Ouais, vous voulez dire qu'un emprunt permettrait d'augmenter un petit peu la valeur de remboursement de l'actif par rapport à ce qui va être décaissé en termes de... Oui, et surtout d'avoir peut-être moins de décaissement à faire les premières années qu'un leasing, le temps que le praticien se trouve un niveau de bénéfice qui est conforme à ce qu'il souhaite effectuer en termes d'activité professionnelle. Ok, c'est très clair. Donc concernant la TVA, j'aurais souhaité qu'on en parle. Est-ce que nous sommes assujettis à la TVA? Donc c'est aussi la TVA exactement. Et dans quel cas le chirurgien dentiste est assujetti à la TVA? Dans le cas où il a un assistant, dans le cas où il a un collaborateur, donc dans le cas où il a des salariés. Et quand la TVA commence, est-ce que c'est à l'année N, à l'année N+1, en fonction de quelle somme? Et quand ça se termine, c'est-à-dire s'il y a un collaborateur par exemple qui commence et qui génère de la TVA, est-ce que le collaborateur qui va reprendre le travail va générer aussi de la TVA? Voilà, je voudrais savoir un petit peu les subtilités qui sont relatives à la TVA. La TVA est un vaste sujet au niveau fiscal. Il faut savoir déjà de prime abord qu'un professionnel de santé n'est pas assujetti à la TVA. C'est-à-dire que le montant des recettes qu'il va facturer et encaisser est considéré comme TTC, il n'a pas de TVA à reverser. A l'inverse, il n'a pas de TVA, il n'a pas la possibilité de déduire la TVA sur le montant de ses dépenses. Par contre, le législateur, sur certains cas, peut, entre guillemets,
vous réclamez de la TVA. Le premier cas qui est le plus simple, c'est si par exemple vous aviez un plateau dentaire avec plusieurs fauteuils et que vous mettiez à disposition d'un autre praticien imposé lui-même de son côté, le montant des loyers que vous en retirez, s'il dépasse 32 000 euros, serait assujetti à la TVA. Pour la bonne et simple raison que ces loyers ne constituent pas une recette au titre de l'exercice donc de la médecine, mais plus une recette commerciale puisque c'est un loyer correspondant à l'utilisation du fauteuil. Ensuite, vous pouvez avoir aussi des assujettissements à la TVA en fonction des collaborations que vous pouvez avoir. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que, le taux de la TVA est de 20%, donc, qui est intégré dans le montant de vos recettes, et que dès lors que vous allez sortir, d'une utilisation normale de votre pratique dentaire, il faudra vraiment vous poser la question, est-ce que je suis assujetti à la TVA? Oui, non. Et ensuite, quel est le montant des recettes accessoires que je peux tirer? Oui, non. En fonction de ces deux éléments de réponse, vous saurez si vous devez reverser de la TVA. Ok, donc par rapport au paiement de la TVA, je dois savoir si ça se paye en N plus 1. Alors je pense qu'il y a un montant, c'est-à-dire qu'il y a un montant au-dessus duquel, quand le collaborateur dépasse une certaine somme, ça doit être payé à partir du mois. Oui. Alors en fait, c'est le principe de la franchise de TVA qui s'élève, alors de mémoire, c'est 32 600 euros à confirmer. C'est-à-dire que dès lors que je dépasse ce seuil-là, je suis assujetti à la TVA. Et ensuite, la TVA, si vous voulez, théoriquement, c'est au contribuable de se rendre compte qu'il est assujetti à la TVA et de faire les démarches auprès de l'administration pour s'ouvrir son compte de TVA. Je crois qu'il y a un deuxième chiffre, je ne sais pas exactement, c'est pas 32 000, mais c'est un peu plus, qui fait que là, on doit payer tout de suite. Donc, ça, il faut aller vérifier. Ok. Ensuite, il y a la TVA par rapport à l'esthétique. Donc, la loi dit que quand on fait des actes relatifs à des chirurgies qui apportent des bénéfices esthétiques, etc. Comment ça, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut nous faire des rappels de TVA? Comment ça peut être mis? Est-ce qu'il peut y avoir un contrôle fiscal qui pourrait engendrer un rappel de TVA sur un acte de chirurgie relatif à ça, des facettes, des blanchiments? Comment le législateur, ou plutôt la personne qui va vérifier la comptabilité, pourrait mettre en évidence des actes qui devraient être assujettis à la TVA, ou dans quel cas nous devrions savoir que nous devons payer la TVA? Alors, dans ce cas-là? Là encore une fois, il faut vous tourner vers les professionnels de gestion qui doivent vous suivre et vous accompagner. Mais effectivement, si dans votre activité de professionnel, en l'occurrence dentaire, vous avez une activité classique, c'est-à-dire de soins dentaires et non esthétiques, là il n'y aura pas de problématique de TVA. Par contre, si vous avez l'exercice de soins esthétiques, il faut le signaler donc à votre comptable ou votre expert comptable, peu importe. Et surtout, il faut faire une évaluation séparée des recettes, de sorte à calculer le montant de ces recettes accessoires assujetties à la TVA. Et là, une nouvelle fois, en fonction du montant des recettes annuelles effectuées sur le non médical, c'est-à-dire les recettes accessoires esthétiques, si vous dépassez les seuils d'imposition, vous serez assujetti à la TVA. Mais c'est à vous de savoir exactement ce que vous devez faire comme type d'acte et de vous faire conseiller par votre expert comptable pour bien déterminer à partir de quel montant et surtout ensuite, quand est-ce que je dois reverser ma TVA. Et là, l'administration est très claire, c'est au contribuable d'effectuer lui-même les démarches d'immatriculation de la TVA, c'est-à-dire de déterminer à partir de quel mois, si on le décide cette année, à partir de quel mois je franchis le seuil au déclenchement de la TVA. Donc déjà, la première question que j'ai, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de praticiens qui font cette démarche, de votre expérience? Ça arrive. Alors ça ne touche pas que les praticiens dentaires, ça peut toucher les dermatologues ou des kinés aussi qui peuvent être assujettis à la TVA. Simplement, ça va passer par la discussion que vous allez avoir avec votre expert comptable. Aujourd'hui, l'expert comptable, il doit vous poser la question quand vous allez voir quel type de pratique effectuez-vous. Est-ce que c'est vraiment de la pratique médicale? Est-ce que c'est de la pratique esthétique, etc. Et en fonction de ça, il vous orientera sur entre guillemets, la façon de déterminer l'ensemble de vos recettes. Donc, ensuite, par rapport à la TVA, on sait quand elle commence, mais est-ce qu'on sait quand elle s'arrête? C'est-à-dire qu'imaginons que vous ayez un collaborateur qui ait dépassé ce seuil sur une année, N. Oui. À partir de quand
sur l'année N+1, N+2, si un de vos collaborateurs, comment ça se passe pour la fin de la TVA? Alors, comment ça va se passer? C'est très simple. C'est-à-dire que dès lors, il faut vérifier le respect des plafonds qui sont fixés par l'administration sur les seuils d'assujettissement à la TVA. Sachant que la TVA, ensuite, vous devez la payer alors soit au mois, soit au trimestre, hein, tout dépend je dirais, des montants et du choix que vous faites. Et ensuite, si jamais la prestation s'arrête, forcément, la TVA s'arrêtera. Donc il faut prouver que la prestation s'arrête. Oui, et qu'on n'ait plus de recettes à un moment donné qui génèrent de la TVA. Ok, ça veut dire que c'est un nouveau collaborateur qui vient, c'est combien de temps l'arrêt? C'est plusieurs mois, c'est un an, c'est un nouveau collaborateur? Non, ça va être, le montant va s'effectuer sur, encore une fois, l'année civile, le montant des recettes. Ok. Donc ensuite, je voudrais savoir par rapport à la TVA et les devis. Normalement, là, vous parlez de TVA, mais normalement, j'avais entendu dire que c'était le consommateur final qui devait payer la TVA. Alors que là, il se trouve qu'en tant que si on a un collaborateur, on va devoir payer la TVA alors que nous ne sommes pas un consommateur réel. Alors, donc pourquoi nous devons payer la TVA? Ça, c'est une bonne question. Encore une fois, là aussi, c'est une réflexion à avoir, vous, dans votre politique de tarification des actes. C'est-à-dire que si vous faites des actes à destination de patients qui sont assujettis à la TVA, la question à se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas répercuter ces 20% donc, aux clients, c'est-à-dire que ce soit le patient qui paye cette TVA. Sinon, si vous ne le faites pas, que vous n'ajustez pas vos prix en fonction de la TVA, effectivement, c'est de la marge nette qui va disparaître de votre bénéfice. Donc il vous paraîtrait légitime de remettre ça directement sur les devis des patients? Oui. Mais alors, encore une fois, là, pas se poser la question comment je me positionne de manière concurrentielle par rapport à d'autres praticiens sur ce type d'acte. Ok, parce que nous, on a des obligations relatives à nos devis. Donc je ne sais pas si on a le droit de faire figurer de la TVA à l'intérieur. Alors, je comprends votre question, simplement imaginez bien qu'aujourd'hui, le but, c'est sur ces actes-là de générer une certaine marge. Hein, mais ça, c'est vous qui la définissez. La seule question que vous devez répondre, c'est quel est l'impact de ma TVA, si je suis assujetti à la TVA, sur le montant de mon acte. Et si moi, je veux déterminer une rentabilité nette de TVA, il faut que j'intègre éventuellement une majoration à mon prix d'acte de la TVA. Ok. J'avais aussi entendu dire que le fait de ne pas facturer la TVA, ça veut dire que nous on achète les produits avec de la TVA, on les revend sans TVA, ça a impacté indirectement notre impôt sur le revenu. Ça veut dire que ça avait tendance à l'augmenter. Pourquoi? Comment ça fait qu'on ait ces conséquences qui soient quand même délétères? Alors, c'est pas que c'est délétère, c'est que le principe d'administration est très logique. À partir du moment où vous allez avoir un assujettissement d'une partie de vos actes et de votre chiffre d'affaires à la TVA, ça sous-entend que cette TVA, vous la reversez à l'administration. Et cette TVA que vous reversez à l'administration, elle n'est pas considérée comme une recette taxable dans votre bénéfice de praticien dentaire. Première question. Elle est déductible pour certains, nous elle ne l'est pas, donc, mais... C'est-à-dire qu'elle est déductible indirectement, c'est-à-dire que si je facture un acte 100 en pratique dentaire, je vais être imposé sur 100 à l'impôt sur le revenu et aux charges sociales. Maintenant, si j'ai cet acte-là qui est soumis à la TVA pour 100, l'administration va me demander de reverser 20. Donc en recette nette, j'aurai que 80, donc forcément, je gagnerai en impôt sur le revenu et en charges sociales. Par contre, j'aurai bien un décaissement de 20 au titre de ma TVA. Et à l'inverse, si je fais des actes à vocation esthétique, les produits utilisés pour faire ces actes, je pourrais récupérer la TVA auprès de mes fournisseurs. Ok. Donc, alors on avait évoqué les charges déductibles, mais on n'avait pas parlé des spécificités relatives aux charges de véhicules, c'est-à-dire en frais réels, en frais kilométriques. Non, mais j'avais entendu dire que les frais réels, dans notre domaine, en tout cas, ça pouvait entraîner des contrôles fiscaux. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'expert comptable? Alors, c'est pas que ça entraîne des contrôles fiscaux, c'est qu'aujourd'hui, l'administration autorise la déduction des frais de déplacement. Bien souvent, ce sont donc des frais de véhicule. Donc, c'est des trajets domicile-travail, c'est des trajets travail à la banque, travail chez vos fournisseurs, chez vos prothésistes dentaires, etc. L'idée souvent qui se pose, c'est que si j'acquiers un véhicule, comment je vais déduire ces frais-là? Deux options sont autorisées par l'administration, soit ce qu'on appelle les frais réels, c'est-à-dire qu'on va venir déduire l'intégralité des dépenses afférentes au véhicule, à savoir des loyers si je loue ma voiture,
les frais d'entretien, les frais de réparation, l'assurance, le carburant, d'accord? Mais si j'utilise l'option des frais réels, par contre, je vais devoir déterminer en fin d'année une quote-part d'utilisation professionnelle et une quote-part d'utilisation personnelle. Ce qui sous-entend que la quote-part d'utilisation personnelle ne pourra pas faire l'objet d'une déduction et sera réintégrée à votre bénéfice. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est l'option aux indemnités kilométriques. Là, on va demander au contribuable d'évaluer le nombre de kilomètres professionnels qu'il a fait sur son année, et ce nombre de kilomètres sera transformé en fonction du barème fiscal établi par l'administration en un montant d'indemnité kilométrique qui sera déductible à 100% du montant du bénéfice du professionnel. Tout à fait clair. Donc on va terminer sur les obligations par rapport à la comptabilité. Moi j'avais entendu parler des obligations par rapport à la gaz, qu'il y a d'autres obligations auxquelles vous pensez, qu'est-ce que ça apporte de le faire et de ne pas le faire? Alors, les obligations légales, elles sont très simples. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes professionnel libéral. L'administration vous demande d'établir une déclaration une fois l'an, donc pour la période du 1er janvier au 31 décembre, à déposer au 30 avril N+1. Cette déclaration qu'on appelle communément dans le jargon la 2035, elle va reprendre l'ensemble des recettes professionnelles et l'ensemble des dépenses professionnelles déductibles, ce qu'on a évoqué auparavant, ce qui détermine un bénéfice, et c'est ce bénéfice qui est imposable à l'impôt sur le revenu et aux charges sociales. Le législateur demande également, ou en tout cas incite les professionnels à adhérer à des centres de gestion agréés qui sont en fait une émanation de l'administration fiscale qui est là pour aider donc les contribuables professionnels dans le respect de leurs obligations comptables et juridiques. Et pour vous inciter donc à adhérer à ces centres de gestion, ils vont vous accorder en fait un avantage fiscal qui est la non-majoration de votre bénéfice professionnel de 25% et la possibilité pour tout professionnel de pouvoir encaisser des honoraires de patients par chèque. D'accord ? Il est également très recommandé d'effectuer l'ensemble, en tout cas d'aller voir son expert comptable pour effectuer l'ensemble de ces obligations et surtout d'avoir le conseil qui vous permettra d'avoir une lisibilité sur vos charges, une lisibilité sur vos impôts, mais également tous les conseils liés au bon fonctionnement de votre cabinet dentaire. Bon, on a fait un peu le tour de tout ça. Merci beaucoup, Monsieur Kloekner. De rien.